Je m'appelle Nathan. J'ai 34 ans et ce soir, mon propre frère m'a empêché d'entrer dans la chambre d'hôpital de mon père, affirmant que je n'étais pas assez intelligent pour comprendre ce qui se passait. Avant de vous raconter comment le doyen de la faculté de médecine l'a personnellement remis à sa place et a révélé le secret que je gardais depuis une décennie, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Tout a commencé par un coup de téléphone que personne ne veut jamais recevoir. Il était 23h45 un mardi. J'étais encore dans mon laboratoire. La plupart des gens pensent que la science, ce sont des blouses blanches et des béchets bouillonnants pendant la journée, mais le vrai travail se fait quand le monde dort. Je regardais une ligne de code qui était sur le point de changer la façon dont nous traitons l'arrêt cardiaque. Mes yeux me brûlaient. Mon café était froid. Le silence de l'établissement était ma seule compagnie, et j'aimais ça. Puis mon téléphone a vibré contre le bureau métallique. L'écran s'est illuminé avec un nom que je n'avais pas vu apparaître depuis des mois. Maman. Je l'ai fixé une seconde. Ma mère n'appelait pas pour discuter. Elle appelait quand elle avait besoin de quelque chose ou quand quelque chose n'allait pas avec Cameron, mon frère aîné. J'ai failli laisser sonner jusqu'à la messagerie vocale. J'ai failli laisser le silence reprendre possession de la pièce. Mais un nœud s'est serré dans mon estomac. Cet instinct primal qui vous dit que le désastre frappe à la porte. J'ai glissé l'icône pour répondre. Nathan ? Sa voix était aiguë, mince, brisée sur les bords. Je suis là, maman. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est ton père, sanglota TL. Le son était saccadé, terrifiant. Il s'est effondré. Nous sommes à l'hôpital mémorial. C'est le cœur, Nathan. Ils disent que c'est grave. Mon sang se glaça. Mon père et moi n'étions pas proches. Loin de là. Mais il restait mon père. J'arrive, dis-je, attrapant déjà mes clés. Cameron est là. Il est là, dit-elle, sa voix passant instantanément de la panique à une sorte d'étrange révérence. Dieu merci, Cameron est là. Il parle au médecin. Il prend les choses en main. Juste viens, Nathan. Même s'il n'y a rien que tu puisses faire. Même s'il n'y a rien que tu puisses faire. Ça a piqué. C'était une pique subtile. Un rappel de ma place dans la hiérarchie familiale, même au milieu d'une crise. Cameron était le sauveur. J'étais le spectateur. J'y serai dans 20 minutes, dis-je et raccrochai. Je n'ai pas couru vers une berline cabossée ni pris le bus, ce que ma famille supposait que je faisais. Je me suis dirigé vers le garage souterrain privé du siège de Biogen. Sous les lumières fluorescentes crues se trouvait ma voiture. C'était une Porsche 911 Turbo S noir sur noir. Elle ressemblait à une ombre qui avait appris à bouger. J'ai jeté mon sac sur le siège passager et me suis glissé derrière le volant. Le cuir a gémi doucement, un son de luxe que ma famille n'avait jamais associé à moi. J'ai appuyé sur le bouton de démarrage. Le moteur a rugi, un grondement profond et guttural qui a résonné contre les murs de béton. Je ne conduisais pas cette voiture aux réunions de famille. Je ne la conduisais pas au dîner de Noël. Pour eux, j'étais un pigiste qui s'en sortait difficilement, conduisant une Honda Civic de 10 ans que je gardais juste pour les apparences. Mais ce soir, il n'y avait pas de temps pour la mascarade. J'ai quitté le garage en trombe et j'ai foncé sur l'autoroute. Le compteur de vitesse a grimpé. 80, 90, 100. Les lumières de la ville se sont transformées en traînées de néon. Mon esprit n'était pas sur la route. Il était sur les données. Mon père avait des antécédents d'hypertension. S'il s'était effondré, c'était probablement une défaillance valvulaire ou un blocage massif. L'hôpital mémorial était bon, mais ils étaient sous-financés. Je le savais parce que j'avais lu leur rapport financier le mois dernier lorsque mon entreprise envisageait une subvention. Je suis arrivé à l'entrée des urgences 19 minutes plus tard. J'ai garé la Porsche dans l'ombre de la structure de stationnement, 2 niveaux plus haut, loin de l'entrée principale. Je ne pouvais pas risquer que Cameron la voie. Pas maintenant. J'ai pris une profonde inspiration, vérifié mon reflet dans le rétroviseur. T-shirt gris uni, jean usé, chaussures de course, et je suis sorti. Je devais ressembler à Nathan le décrocheur, pas à Nathan le PDG. L'air des urgences sentait l'antiseptique et le vieux café. C'était chaotique. Les infirmières passaient en courant avec des dossiers.
Des brancards cahotaient dans les couloirs et le faible bourdonnement des conversations anxieuses remplissait la salle d'attente. Je les ai repérés immédiatement. Ma mère était assise sur une de ces chaises en plastique inconfortable, serrant son sac à main comme un bouclier. Son visage était pâle, ses yeux rouges. Cameron se tenait au-dessus d'elle. Cameron avait l'air de sortir tout droit d'un catalogue de série médicale. Il portait sa blouse blanche. Même s'il ne travaillait pas dans cet hôpital, il était chirurgien plasticien dans une clinique privée de l'autre côté de la ville. Il avait un stéthoscope autour du cou, probablement juste pour le spectacle. Il gesticulait sauvagement devant une infirmière à l'air fatigué. Je me suis approché d'eux. Maman. Elle leva les yeux larmoyants. Oh, Nathan, tu es venu. Comment va-t-il, ai-je demandé, regardant les doubles portes de l'unité de traumatologie. Avant qu'elle ne puisse répondre, Cameron se retourna. Il me toisa de haut en bas, sa lèvre se retroussant dans ce rictus familier. Il est dans un état critique, Nathan. Non pas que tu comprendrais la terminologie. Et c'est moi, dis-je, gardant ma voix égale. Quels sont ses signes vitaux? Est-il stabilisé? Cameron laissa échapper un petit rire sec et aigu. Signes vitaux. Tu regardes trop la télévision. Écoute, assieds-toi avec maman. Tiens-lui compagnie. Je m'occupe des aspects médicaux. Je veux le voir, dis-je, me dirigeant vers les portes. Cameron se plaça devant moi, bloquant mon chemin. Il était plus grand que moi, plus large, bâti comme quelqu'un qui passait plus de temps à la salle de sport qu'à la bibliothèque. Il posa une main sur ma poitrine. Ce n'était pas un geste amical. C'était une poussée prête à se produire. Tu ne peux pas entrer là-dedans, siffla Cameron. C'est un environnement stérile. Il travaille sur lui. T'avoir là, l'air confus et posant des questions stupides, ne fera que distraire les professionnels. Je suis son fils, dis-je, ma voix durcissant. J'ai le droit de savoir ce qui se passe. Tu as le droit de t'asseoir et de te taire, claqua Cameron. Il se tourna vers l'infirmière qui l'avait harcelé. Excusez-moi, infirmière. C'est mon frère. Il n'a aucune formation médicale. C'est un décrocheur. S'il vous plaît, assurez-vous qu'il n'essaie pas d'entrer dans la salle de traumatologie. Je ne veux pas qu'il interfère avec les soins de mon père. L'infirmier, un homme grand aux yeux fatigués dont le badge indiquait l'Isaiah, infirmier-chef, me regarda. Il regarda mon t-shirt, mon jean, puis la blouse blanche impeccable de Cameron. Monsieur, me dit Isaiah, sa voix polie mais ferme. Je ne peux pas laisser entrer du personnel non autorisé dans le box de traumatologie. C'est la politique de l'hôpital. Je voulais juste vous donner son historique médical, dis-je, essayant de contourner l'ego de Cameron. Il est allergique à la lidocaïne et il prend des bêta-bloquants pour. Cameron me coupa, riant bruyamment. Lidocaïne, bêta-bloquant. Écoutez-le. Il a probablement cherché ça sur Google en venant. Infirmière, ignorez-le. J'ai déjà informé le médecin traitant. Je suis chirurgien. Je sais ce que je fais. J'ai regardé ma mère, la suppliant silencieusement d'intervenir. Maman, tu connais l'allergie. Dis-leur. Maman s'essuya les yeux avec un mouchoir et regarda le sol. Nathan, s'il te plaît, murmura-t-elle. Cameron est médecin. Il sait ce qu'il y a de mieux. Ne fais pas de scène. Ton père est en train de mourir là-dedans. Juste assieds-toi. Ça a fait l'effet d'un coup physique. Ce n'est pas seulement qu'elle prenait son parti. C'est qu'elle supposait que j'avais tort. Elle supposait que j'étais un fardeau. Tu vois, ricana Cameron, croisant les bras. Maman est au courant. Va trouver un distributeur automatique, Nathan. Prends-toi un soda. Laisse la partie et sauver des vies aux gens qui ont réellement terminé leurs études. J'ai serré les poings le long de mon corps. L'envie de crier était accablante. Je voulais sortir mon téléphone, leur montrer mon compte bancaire, leur montrer les brevets portant mon nom, leur montrer que j'employais 300 personnes plus intelligentes que Cameron ne pourrait jamais espérer l'être. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore, parce que crier ne sauverait pas mon père. D'accord, dis-je en reculant. J'attendrai. Cameron me tourna le dos, me congédiant comme si j'étais un moustique.
Il se pencha pour murmurer quelque chose à l'infirmier. Probablement une autre instruction pour éloigner le frère mal instruit. Je me suis dirigé vers le coin de la salle d'attente, mais je ne me suis pas assis. J'ai sorti mon téléphone. J'ai vu un message du docteur Grayson, le doyen de la faculté de médecine de cet hôpital. Système a signalé un Robert Bennett admis en traumatologie 1. Votre père? J'ai répondu rapidement. Oui, c'est grave. Mon frère me bloque. J'ai besoin de connaître la situation. 3 points sont apparus instantanément. Grayson était en train de taper. Je suis dans le bâtiment, j'arrive. Restez tranquille. Je me suis appuyé contre le mur froid, observant Cameron jouer son rôle de héros endeuillé pour le public de la salle d'attente. Il faisait les 100 pas, se frottant les tempes, l'air désemparé chaque fois qu'une infirmière passait. C'était une performance. Je le savais. Il ne se souciait pas de papa. Il se souciait d'être celui qui était aux commandes. Les portes de l'unité de traumatologie s'ouvrirent en grand. Un médecin en blouse bleue en sortit, l'air sombre. Cameron se précipita. « Docteur, je suis le docteur Bennett, son fils. Quel est le statut ?» Le médecin baissa son masque. « Il est en insuffisance cardiaque sévère, docteur Bennett. Sa valve mitrale s'est complètement effondrée. Nous l'avons stabilisé pour l'instant, mais son cœur est trop faible pour une chirurgie à cœur ouvert conventionnelle. Il ne survivra pas à la machine de circulation extracorporelle. » Ma mère laissa échapper un sanglot déchirant. Cameron pâlit. « Alors quelles sont les options ?» « Il n'y a qu'une seule option, dit le médecin. Nous avons besoin d'un dispositif d'assistance ventriculaire, mais pas des modèles standards. Son anatomie est irrégulière. Il a besoin du système Atlink. » Ma tête se redressa. « Le Atlink, répéta Cameron, l'air confus. J'en ai entendu parler, mais c'est expérimental, n'est-ce pas? Il est en phase avancée d'essais cliniques, dit le médecin. C'est le seul dispositif assez petit et assez avancé pour pomper pour lui sans chirurgie ouverte. Mais en obtenir un. Il secoua la tête. Nous n'en avons pas en stock. Ils sont strictement contrôlés par le fabricant. Biogen. Obtenir une approbation prend des jours. Nous avons peut-être 3 heures. 3 heures. Cameron regarda maman, puis le médecin. Je vais passer quelques coups de fil, annonça-t-il, bombant le torse. Je connais des gens. J'ai des contacts au conseil médical. Je vais obtenir cet appareil. Il sortit son téléphone et commença à composer, s'éloignant vers un coin plus calme pour paraître important. Je me tenais là, à le regarder. Je savais exactement qui il appelait. Il appelait ses amis golfeurs. Il appelait des administrateurs de bas niveau. Il appelait des gens qui ne pouvaient pas autoriser une livraison de pizza, encore moins un prototype de dispositif médical. J'ai regardé le médecin. J'ai regardé les portes closes. Et puis j'ai regardé mon téléphone, le système Atlink, l'œuvre de ma vie, le dispositif que j'avais passé les 5 dernières années à perfectionner. La raison pour laquelle je dormais dans mon laboratoire, la raison pour laquelle j'avais abandonné mes études de médecine. J'ai déverrouillé mon téléphone et ouvert mon application de messagerie sécurisée. J'ai fait défiler jusqu'à un contact nommé Julien Compagnie. J'ai tapé 2 phrases. Code rouge. Hôpital Mémorial. J'ai besoin d'une unité Atlink ici dans 20 minutes. J'ai appuyé sur envoyer. Je n'avais pas besoin de passer des appels. Je n'avais pas besoin de supplier. Je possède la chaîne d'approvisionnement. Cameron était de l'autre côté de la pièce, criant dans son téléphone, faisant semblant de gronder un bureaucrate imaginaire. Savez-vous qui je suis? J'ai besoin de cet appareil. Je l'ai observé et j'ai senti une résolution froide et dure s'installer dans ma poitrine. Ce soir, le décrocheur allait donner au docteur une leçon qu'il n'oublierait jamais. Pendant que Cameron faisait les 100 pas dans le couloir, aboyant des menaces vides dans son téléphone portable, je me tenais dans le coin, observant l'aiguille des secondes de l'horloge murale. Chaque seconde était un battement du cœur défaillant de mon père. Ma mère pleurait toujours sur la chaise en plastique. Je voulais aller vers elle, la prendre dans mes bras, mais je savais ce qui se passerait. Elle se raidirait. Elle demanderait pourquoi je ne faisais rien d'utile, comme aller chercher du café pour Cameron.
Cela n'avait pas toujours été comme ça. Ou peut-être que oui, et j'étais juste trop jeune pour le voir. Mon esprit a dérivé 10 ans en arrière. Le jour où la rupture s'est produite, le jour où je suis devenu le mouton noir. J'avais 24 ans, 3 ans d'études de médecine. J'étais en tête de ma promotion, mais j'étais malheureux. Non pas parce que le travail était difficile, c'était trop facile, trop lent. Nous mémorisions des manuels des années 90 alors que la technologie progressait à toute vitesse. J'avais une idée pour une valve biosynthétique qui pourrait s'adapter au flux sanguin d'un patient. Je l'ai montré à mes professeurs. Ils ont ri. Ils m'ont dit de me concentrer sur mes examens d'anatomie et d'arrêter de rêver. Alors, j'ai fait un choix. J'ai choisi l'avenir plutôt que la tradition. J'ai choisi le risque. Je me suis souvenu du salon de la maison de mes parents. L'odeur de la cire de citron et de la déception. J'avais convoqué une réunion de famille pour leur annoncer que je prenais un congé pour créer une entreprise de biotechnologie grâce à une subvention que j'avais obtenue. « Tu fais quoi ?» avait demandé mon père. Son visage était devenu d'une teinte violette que je n'avais jamais vue auparavant. Il était assis dans son fauteuil en cuir, le trône d'où il jugeait le monde. « Je mets mes études en pause, papa, dis-je, serrant mon plan d'affaires comme un bouclier. J'ai des investisseurs. Cette technologie, elle peut sauver des millions de vies. Je ne peux pas le faire tout en mémorisant des noms d'os pour la 10e fois. Tu arrêtes, dit Cameron. Il était assis sur le canapé, déjà résident, portant déjà son arrogance comme une seconde peau. Il arrête, papa. Il ne supporte pas la pression. Je n'arrête pas, ai-je rétorqué. Je pivote. C'est une opportunité unique. C'est une erreur, dit maman, la voix tremblante. Nathan, nous avons tant sacrifié pour que tu ailles à la fac de médecine. Les frais de scolarité, les prêts. C'est l'autre chose, dis-je, sentant une boule dans ma gorge. J'ai besoin du reste de mon fonds d'études, l'argent que grand-mère a laissé pour mon éducation. Je peux l'utiliser comme capital d'amorçage. Je le rembourserai avec intérêt dans 2 ans. La pièce devint d'un silence de mort. Mon père regarda ma mère. Ma mère regarda le sol. Cameron ricana et but une gorgée de son thé glacé. Il n'y a pas de fonds d'études, dit papa d'un ton brusque. J'ai cligné des yeux. Quoi? Grand-mère a laissé 50 000 $ pour chacun de nous. Cameron a eu le sien. Cameron avait des dépenses, dit maman rapidement, le défendant instantanément. Les études de médecine coûtent cher. Et puis, eh bien, il y a eu cet accident. L'accident. La nuit où Cameron avait détruit sa voiture en conduisant en état d'ivresse après une soirée étudiante. Il avait heurté une voiture garée. Personne n'avait été blessé, mais les frais de justice et le règlement pour que cela ne figure pas à son casier judiciaire avaient été astronomiques. Vous avez utilisé l'argent de mes études pour payer le DUI de Cameron, ai-je murmuré. La trahison me transperça comme un couteau. Nous devions protéger son avenir, cria papa, frappant la coudoir de sa main. Il était sur le point de commencer son internat. Un casier judiciaire l'aurait ruiné. Toi. Tu ne faisais que commencer. Nous pensions que tu pouvais contracter des prêts. Nous pensions que tu comprendrais. Je comprends, dis-je, ma voix tremblante. Je comprends que sa réputation compte plus que mon avenir. Ne sois pas dramatique, ricana Cameron. Si ta petite invention est si bonne, tu n'as pas besoin de cet argent. Mais nous savons tous les deux que c'est une chimère. Tu es juste paresseux, Nathan. Tu cherches toujours la solution de facilité. Sors d'ici, dit papa. Il se leva et montra la porte. Si tu arrêtes tes études, tu n'es plus mon fils. Je ne veux pas de lâche dans cette maison. Ne reviens pas avant d'avoir un diplôme ou un travail. Je suis parti cette nuit-là avec un sac de sport et un cœur brisé. J'ai dormi dans ma voiture pendant 3 semaines. J'ai mangé des nouilles instantanées et travaillé dans un garage qui sentait le moisi. J'ai construit le premier prototype du Hatlink avec des pièces récupérées sur de vieux équipements médicaux et du code que j'ai écrit sur un ordinateur portable tenu par du ruban adhésif. Pendant 10 ans, ils ont cru que j'échouais. J'assistais aux réunions de famille, généralement Noël et Thanksgiving, parce que j'étais assez stupide pour désirer leur approbation. Ils me mettaient à la table des enfants, littéralement jusqu'à mes 28 ans. Puis ils m'ont déplacé à la table pliante dans le couloir.
J'écoutais Cameron se vanter de son salaire, de ses vacances dans les Hamptons, de sa nouvelle Mercedes. J'écoutais papa louer Cameron pour être le rock de la famille. J'écoutais maman me demander si je tripotais toujours mes ordinateurs et si j'avais besoin de 20 $ pour de l'essence. Je n'ai jamais pris leur argent. Et je ne leur ai jamais dit la vérité. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé quelque chose très tôt. Si je leur disais que j'étais milliardaire, et oui, Biogen m'a rendu milliardaire à l'âge de 30 ans, ils ne m'aimeraient pas. Ils aimeraient mon argent. Ils aimeraient ce que je pouvais acheter pour Cameron. Je voulais qu'ils me respectent. Le gars en t-shirt, le gars qui travaillait dur, mais ils ne l'ont jamais fait. De retour dans la salle d'attente de l'hôpital, le souvenir s'est estompé, laissant un goût amer dans ma bouche. Cameron revint vers nous, fourrant son téléphone dans sa poche. Il avait l'air frustré, en sueur. Son masque de confiance se fissurait. Alors, demanda maman, levant les yeux avec espoir. Tu les as joints. Cameron soupira dramatiquement. J'ai parlé au chef de la chirurgie de Saint-Judès. Il a passé quelques coups de fil, mais Biogen. Ils sont impossibles. C'est un circuit fermé. Ils ont dit que le processus d'approbation pour le Hatlink nécessite un vote du conseil. C'est de la bureaucratie, maman. C'est de la paperasse qui tue papa. Il mentait. Je savais pertinemment que le chef de la chirurgie de Saint-Judès était en voyage de golf en Floride en ce moment. Cameron a probablement juste appelé sa messagerie vocale. Alors, il n'y a plus d'espoir? Maman recommença à pleurer. Je fais tout ce que je peux, dit Cameron, s'agenouillant à côté d'elle et lui prenant la main. Je vais essayer le bureau du sénateur ensuite, mais nous devons nous préparer au pire. Je ne pouvais plus le regarder. Tu n'as pas appelé le chef de la chirurgie, dis-je. Cameron leva brusquement la tête. Excusez-moi, le docteur Henderson est à Boca Raton cette semaine, dis-je calmement. J'ai vu sa publication Instagram ce matin. Alors, qui as-tu réellement appelé, Cameron? Cameron se leva, le visage rouge de colère. Tu espionnes mes collègues maintenant, petit pervers? J'ai appelé son adjoint. Non pas que tu ferais la différence. Et tu n'as pas appelé Biogen, continuai-je, m'approchant? Parce que si tu avais appelé la ligne d'urgence de Biogen, tu saurais qu'il n'exige pas de vote du conseil pour une utilisation compassionnelle d'urgence. Il nécessite une autorisation plus simple. Oh, écoutez-le. Cameron leva les mains au ciel, regardant maman. Le décrocheur me fait la leçon sur les protocoles médicaux. Nathan, tais-toi. Sérieusement, tu te ridiculises et tu bouleverses maman. Il a raison, Nathan, sanglota maman. Arrête d'attaquer ton frère. Il essaie de sauver ton père. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes là, les mains dans les poches. Je fais plus que tu ne le penses, marmonnai-je. Mon téléphone vibra. Un message de Julien. 8 minutes. Nous avons une escorte policière. Le convoi arrive. J'ai vérifié l'heure. Mon père n'avait plus beaucoup de temps. Je vais chercher de l'eau, dis-je en me détournant. Je devais être près de l'entrée quand Julien arriverait. Je devais intercepter l'équipe avant que Cameron n'essaie de s'attribuer le mérite d'un miracle qu'il n'avait pas accompli. Oui, va-y, ricana Cameron derrière mon dos. Va chercher un soda. Peut-être vérifie s'ils embauchent des concierges pendant que tu y es. Tu pourrais enfin apporter quelque chose à la famille. J'ai descendu le couloir, le son de son rire me suivant. J'ai atteint les portes coulissantes en verre de l'entrée des urgences et je suis sorti dans l'air nocturne. Il était frais, vif. J'ai regardé dans la rue. Au loin, j'ai vu des lumières bleues clignotantes. Ils arrivaient. Et pour la première fois en 10 ans, la hiérarchie de la famille Bennett était sur le point d'être brisée. Les lumières clignotantes devenaient plus vives, fendant l'obscurité de l'allée de l'hôpital. Ce n'était pas seulement une ambulance. C'était un spectacle. 2 motos de police ouvraient la voie, leurs sirènes gazouillant pour dégager la circulation inexistante de l'heure de minuit. Derrière elles se trouvait un fourgon Mercedes sprinté noir mat. Il n'avait pas l'air d'un transport médical. Il ressemblait à quelque chose sorti d'un film d'opération spéciale. Sur le côté, en lettres noires brillantes presque invisibles sur la peinture, figurait le logo Biogen. Mon logo. Je me tenais au bord du trottoir,
les mains dans les poches, regardant ma création arriver. À l'intérieur de la salle d'attente derrière moi, le chaos du cœur mourant de mon père se déroulait. Mais ici, tout était précis, efficace. Le convoi s'arrêta en grinçant juste devant l'entrée des urgences. Les portes arrière du fourgon s'ouvrirent en grand. 2 hommes en tenue tactique en sautèrent. La sécurité de Biogen. Ils n'étaient pas là pour se battre. Ils étaient là pour protéger la propriété intellectuelle à l'intérieur de ce fourgon. Le prototype Atlink valait environ 2 millions de dollars, et il y avait des concurrents qui tueraient pour jeter un coup d'œil au schéma. Puis Julian sortit. Julian était mon directeur des opérations. Il avait 50 ans, impeccablement vêtu d'un costume italien sur mesure, même à minuit, avec des cheveux argentés et la prestance d'un homme d'État. Il tenait une mallette argentée menottée à son poignet. Il balaya l'entrée du regard, ses yeux se fixant sur moi. Je lui fis un subtil hochement de tête, un mouvement microscopique qui lui disait « Je suis là, mais continue ton chemin ». Julian hocha la tête en retour et se tourna vers les gardes de sécurité de l'hôpital qui accouraient. L'air confus et alarmé. « Livraison médicale Biogen » annonça Julian, sa voix portant clairement. « Autorisation prioritaire 1 pour le patient Robert Bennett. Dégagez le passage. » Je me suis retourné et suis rentré aux urgences, calant ma réentrée sur le début de l'agitation. Quand je suis revenu dans la salle d'attente, l'atmosphère était passée de la tristesse à la confusion. Tout le monde regardait vers l'entrée. « Que se passe-t-il » demanda maman, essuyant ses yeux. Cameron se tenait près de la fenêtre, regardant à travers les stores. « Escorte policière » marmonna-t-il. « Fourgon noir. On dirait le gouvernement ou quelque chose comme ça. » Puis les doubles portes s'ouvrirent. Julian entra, flanqué des 2 gardes de sécurité et suivi d'une équipe de techniciens Biogen poussant un chariot spécialisé. L'énergie dans la pièce changea instantanément. Les infirmières fatiguées se redressèrent. Les internes endormis clignèrent des yeux, les yeux grands ouverts. C'était le pouvoir qui entrait par la porte. Cameron vit le remue-ménage et ses yeux s'écarquillèrent. Il vit l'équipement. Il vit l'urgence et son ego connecta immédiatement les points dans le désordre. « C'est ça », murmura Cameron, un sourire se répandant sur son visage. Il se tourna vers maman. « C'est l'appareil. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit que mes appels fonctionneraient. » Oh, Cameron haleta maman, se serrant la poitrine. « Tu l'as fait. Tu l'as sauvé. » Je me tenais près du distributeur automatique, observant cette farce se dérouler. C'était presque impressionnant la rapidité avec laquelle Cameron s'appropria le succès. Il ne savait même pas à quoi ressemblait le fourgon 10 secondes auparavant. Et maintenant, il était l'architecte de son arrivée. Cameron ajusta sa blouse blanche, lissa ses cheveux et s'avança vers Julian comme un général conquérant. « Par ici » cria Cameron, agitant la main. « Je suis le docteur Bennett. C'est moi qui ai coordonné cela. » Julian s'arrêta. Il regarda Cameron avec un mélange de confusion polie et de dédain professionnel. Les gardes de sécurité ne scièrent même pas. « Docteur Bennett » demanda Julian, sa voix froide. « Oui, Robert Bennett est mon père » dit Cameron, tendant la main. « Je suppose que vous venez du fournisseur. Bon timing. J'étais justement au téléphone avec le bureau du sénateur pour faire avancer ça. Je suis content que vous ayez enfin eu le feu vert. » Julian ne lui serra pas la main. Il regarda au-delà de Cameron, balayant à nouveau la pièce. Il me cherchait. Je suis resté dans l'ombre. Pas encore, Julian. Laisse-le creuser le trou plus profondément. Nous sommes ici avec l'unité Atlink, dit Julian, s'adressant généralement à la pièce, mais gardant ses yeux en mouvement. Mais nous ne sommes pas ici à cause d'un sénateur. Nous sommes ici parce que le président a autorisé un déploiement en code rouge. Le président ? Cameron rit nerveusement. D'accord. D'accord. Eh bien, peu importe qui a signé le papier, je ne manquerai pas d'envoyer une note de remerciement. Maintenant, donnez-moi l'appareil. Je dois le remettre à l'équipe de traumatologie. Cameron tendit la main vers la mallette argentée menottée au poignet de Julian. L'un des gardes de sécurité s'avança, bloquant Cameron avec un mur de muscles. « Ouah » dit Cameron, reculant, les mains levées. « Du calme, Rambo. Je suis médecin.
Cet appareil est une technologie propriétaire, dit Julien d'une voix calme. Il nécessite une activation biométrique par le détenteur autorisé. Il ne peut être remis à du personnel non autorisé. Je suis non autorisé. Cameron balbutia. Je suis le fils du patient. Je suis chirurgien. Êtes-vous certifié Biogen pour la cybernétique, demanda Julien. Eh bien, non, mais... Alors vous n'êtes pas autorisé, déclara Julien. Il se tourna vers l'infirmier-chef, Isaiah, qui était sorti de derrière le comptoir. Infirmier, emmenez-nous au patient. Nous devons préparer l'interface immédiatement. Par ici, dit Isaiah, l'air stupéfait. Alors qu'il se dirigeait vers les portes du service de traumatologie, Cameron s'empressa de suivre. Ressemblant à un chiot qui avait été frappé mais qui essayait toujours de suivre son maître. Attendez. Je viens aussi, cria Cameron. Maman, reste ici. Je vais m'assurer qu'il l'installe correctement. Je les ai vus disparaître à travers les portes battantes. Ma mère rayonnait, des larmes de joie coulant sur son visage. As-tu vu ça, Nathan, me demanda-t-elle, la voix pleine de fierté. Regarde ton frère. Il a commandé toute cette pièce. Même ces agents du gouvernement ont dû l'écouter. Ce ne sont pas des agents du gouvernement, maman, dis-je, fatigué. C'est de la sécurité d'entreprise. Peu importe ce qu'ils sont, Cameron les a fait venir, claqua-t-elle. Tu devrais le remercier. Il vient de sauver la vie de ton père pendant que toi, tu étais quoi? En train d'acheter une barre de Snickers? Elle désigna le distributeur automatique à côté duquel je me tenais. J'ai ressenti un éclair de colère si intense qu'il m'a presque aveuglé. Je n'ai rien acheté, dis-je. J'attendais. Attendre quoi? Une aumône? Elle secoua la tête. Tu sais, Nathan, des moments comme ça révèlent vraiment le caractère. Ton frère est un homme d'action. Toi. Tu n'es qu'un spectateur dans ta propre vie. Un spectateur. Les mots résonnaient dans ma tête. Je pensais aux nuits passées à coder jusqu'à ce que mes doigts se crampent. Aux risques que j'avais pris, aux railleries que j'avais endurées, tout ça pour être traité de spectateur par la femme qui m'avait mis au monde. Je vais voir papa, dis-je, me dirigeant vers les portes de la salle de traumatologie. Nathan, non. Elle se leva. Cameron a dit de rester dehors. Tu ne feras que gêner. Je l'ignorais. Je franchis les doubles portes. Le couloir à l'intérieur de l'unité de traumatologie était lumineux et sentait l'ozone et le sang. J'ai vu l'équipe rassemblée devant la salle de traumatologie 1. Julien était là, la mallette posée sur une table stérile. Les techniciens de Biogen déballaient le chariot. Le médecin urgentiste parlait rapidement avec Julien. Cameron rôdait en périphérie, essayant de paraître impliqué. Donc, l'incision doit être sous clavière, disait Cameron à personne en particulier. C'est comme ça que je ferai. Monsieur, veuillez reculer, dit un technicien sans lever les yeux. Je m'approchai du groupe. Nathan, siffla Cameron en me voyant. Qu'est-ce que tu fais là? Maman, j'ai dit à maman de te garder dehors. Je dois être ici, dis-je. Sors, grogna Cameron, me saisissant le bras. Tu me fais honte. Ce sont des professionnels de haut niveau. Ils ne veulent pas d'un décrocheur qui respire leur air. En fait, la voix de Julien coupa le bruit. Il se retourna. Il regarda Cameron me tenant le bras. Ses yeux se plissèrent. Y a-t-il un problème? Demanda Julien. Mon frère, dit Cameron, resserrant sa prise. Il est un peu lent. J'essaie juste de le faire sortir pour que vous puissiez travailler. Julien me regarda. Je vis la question dans ses yeux. Est-ce que je le vire? Est-ce que je l'achève maintenant? Je secouai légèrement la tête. Concentrez-vous sur le patient. Nous devons commencer, dit le médecin traitant avec urgence. Sa pression chute. Où est la clé d'activation? Julien regarda la mallette. L'appareil est verrouillé. Il nécessite l'empreinte digitale du donneur principal ou du PDG. Eh bien, appelez-les, cria Cameron. Faxez une empreinte. Faites quelque chose. Ça ne marche pas comme ça, dit Julien. Il faut un scan en direct. Alors, nous sommes foutus. Cameron leva les mains au ciel.
Vous avez apporté un appareil verrouillé? Quel genre d'incompétence est-ce? Mon père est en train de mourir parce que vous avez oublié la clé. Nous n'avons pas oublié la clé, dit Julian, sa voix calme, dangereusement basse. Alors, où est-elle? Hurla Cameron. Les portes au bout du couloir s'ouvrirent à nouveau. Cette fois, ce n'était pas un technicien. C'était le docteur Grayson, le doyen de la faculté de médecine. C'était un homme grand d'une 60aine d'années, avec des lunettes argentées et un air d'autorité absolue. Il portait un costume, pas une blouse chirurgicale. Il était clairement venu de son bureau à l'étage. « Qu'est-ce qui retarde ?» demanda Grayson, sa voix retentissante. Doyen Grayson, Cameron se précipita, abandonnant sa position près du chariot. Dieu merci, ces gens, ces incompétents de l'entreprise, ont apporté un appareil verrouillé. Ils disent qu'ils ont besoin d'une empreinte digitale de leur PDG. Pouvez-vous passer outre? Utilisez votre autorité. Grayson regarda Cameron, puis l'appareil, puis Julian. Docteur Bennett, dit Grayson à Cameron. Vous êtes chirurgien plasticien, correct? Oui, mais... Alors vous êtes dépassé, dit Grayson froidement. Il se tourna vers le groupe. Nous ne pouvons pas contourner le cryptage Biogen. C'est de qualité militaire. Nous avons besoin du donneur principal. Il n'est pas là, s'écria Cameron. Nous devons l'appeler. Grayson regarda autour de lui. Ses yeux tombèrent sur moi. Je me tenais près du mur, essayant de ne pas gêner les infirmières. Le visage de Grayson s'adoucit. Il passa juste devant Cameron. Il passa juste devant le médecin traitant. Il marcha droit vers moi. Nathan, dit Grayson chaleureusement, tendant la main. J'ai reçu ton message. Merci d'être venu si rapidement. Cameron se figea. Le médecin traitant se figea. Doyen Grayson, dis-je en lui serrant la main. Cela fait longtemps. Trop longtemps, dit Grayson. Je suis désolé, c'est dans ces circonstances. Cameron rit. Un son aigu, hystérique. Attendez, attendez. Vous le connaissez, doyen Grayson? C'est mon frère. Il n'est personne. C'est le mal instruit. Grayson se tourna lentement pour faire face à Cameron. Le regard sur son visage aurait pu geler de la lave. Mal instruit, répéta Grayson. Jeune homme, Nathan était l'étudiant le plus brillant que j'ai jamais eu le privilège d'enseigner avant qu'il ne parte pour poursuivre de plus grandes choses. Enseigner? Cameron cligna des yeux. Mais il a abandonné. Il n'a pas abandonné parce qu'il n'y arrivait pas, dit Grayson. Il a abandonné parce qu'il nous a dépassés. Grayson se retourna vers la pièce. Nous ne pouvons pas commencer la chirurgie sans le donneur principal. Et c'est lui. Il pointa un doigt directement vers moi. Nathan, murmura Cameron. Donneur? Julian s'avança, déverrouillant la menotte de son poignet. Il plaça la mallette sur la table devant moi. Monsieur le Président, dit Julian, assez fort pour que tout le monde entende. L'appareil est prêt pour votre autorisation. Je m'avançai. Les infirmières s'écartèrent comme la mer Rouge. Je m'approchai de la mallette argentée. J'ai regardé Cameron. Sa bouche était ouverte. Ses yeux allaient de moi à la mallette à Julian. Nathan, dit-il à nouveau, sa voix tremblante. Que se passe-t-il? Je ne lui ai pas répondu. J'ai posé mon pouce droit sur le pavé du scanner sur le dessus de la mallette. Une lumière verte balaya le métal. Bip. Identité confirmée. Nathan Bennett, fondateur Biogen. La mallette a cliqué et sifflé à mesure que les joints hydrauliques se relâchaient. Le couvercle s'ouvrit, révélant la pompe cardiaque en titane étincelante posée sur un lit de velours bleu. Préparez-le, dis-je au médecin traitant. Je veux une télémétrie complète sur mon téléphone, et je veux que le docteur Grayson supervise la procédure. Oui, monsieur, dit le médecin, les yeux écarquillés. Attendez, balbutia Cameron, me saisissant l'épaule. PDG de Biogen. Tu répares des ordinateurs. Tu conduis une Honda. J'ai repoussé sa main de mon épaule. J'ai brossé l'endroit où il m'avait touché comme pour essuyer de la saleté. Je conduis une Porsche, Cameron, dis-je doucement.
Et je ne répare pas les ordinateurs. J'invente l'avenir. Je me suis tourné vers Julian. Installe le moniteur à distance dans la salle de visionnage VIP. Je veux assister à la chirurgie. Oui, Nathan. Julian dit, et Julian ajoutait je. Monsieur, mon frère reste dans le couloir, dis-je. Il n'est pas autorisé. Je me suis retourné et me suis dirigé vers la salle de décontamination, laissant Cameron là, le son du moniteur cardiaque en phase avec l'effondrement de tout son monde. La transition du couloir chaotique à la terrasse d'observation VIP fut comme de passer d'une zone de guerre à un sanctuaire. La terrasse d'observation était une pièce au mur de verre surplombant la salle d'opération. Elle était silencieuse, insonorisée, et sentait l'eau citronnée et le cuir coûteux. Je m'assis dans le fauteuil ergonomique, regardant à travers la vitre. En dessous, l'équipe bougeait avec précision. Ils avaient ouvert la poitrine de mon père. Le sang rouge de la chirurgie est généralement perturbant pour les gens, mais pour moi, c'était de la mécanique. C'était un problème en train d'être résolu. Dr. Grayson se tenait à côté de moi. C'est une merveille, Nathan, dit-il doucement, observant les chirurgiens insérer le dispositif Atlink. La taille, l'efficacité. Vous l'avez vraiment fait. Il fallait le faire, dis-je, mes yeux rivés sur le moniteur, affichant les signes vitaux de papa. Les anciennes pompes étaient barbares. Elles détruisaient les cellules sanguines. Votre famille. Grayson hésita. Ils ne savent pas. Ils savent ce qu'ils veulent savoir, dis-je. Ils voient un décrocheur, alors ils me traitent comme un décrocheur. C'était plus facile de ne pas les corriger. Jusqu'à ce soir, nota Grayson. Jusqu'à ce soir, acquiesçai-je. Dans le couloir, la scène était très différente. Je pouvais voir le flux de sécurité sur le moniteur latéral. Cameron faisait les 100 pas comme un animal en cage. Il se disputait avec Isaiah, l'infirmier-chef. Je suis son fils, criait Cameron, bien que le son soit assourdi. J'exige d'entrer. Mon frère ment. C'est un imposteur. Il a probablement volé cette mallette. Isaiah, Dieu le bénisse, n'en voulait rien savoir. Il se tenait les bras croisés, soutenu par l'un des gardes de sécurité de Biogen. Puis j'ai vu ma mère. Elle avait été autorisée à entrer dans le couloir. Elle serrait le bras de Cameron, l'air terrifié et confuse. Elle pointait sans cesse les portes, puis Cameron, posant des questions que je ne pouvais pas entendre mais que je pouvais deviner. Que veut dire PDG? Est-ce vrai? Pourquoi est-il à l'intérieur et nous dehors? Cameron la repoussa. Il avait l'air furieux. Il sortit son téléphone et recommença à passer des appels. Probablement pour trouver des saletés sur moi, pour trouver un moyen de reprendre le contrôle. Je suis revenu à la chirurgie. Le chirurgien connectait le greffon de sortie. Connexion sécurisée. Le flux audio crépita, activant le Atlink. Je retins mon souffle. C'était le moment de vérité. La physique théorique rencontrant la réalité biologique. Sur le moniteur, la ligne plate du débit de la pompe s'envola, une onde rythmique régulière apparut. Le débit est stable, annonça le chirurgien. La tension artérielle se normalise. 120/80. La saturation en oxygène augmente. Ça marche. Mon Dieu, ça marche à merveille. Je laissa échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Mes épaules s'affaissèrent. Il allait vivre. Félicitations, Nathan, dit Grayson, me tapotant l'épaule. Vous venez de le sauver. Oui, dis-je, ressentant un étrange vide. Je l'ai fait. Je me suis levé. Je descends à la salle d'attente. Grayson demanda. Dans le couloir, dis-je. J'ai des choses à éclaircir. Je suis sorti de la suite VIP et j'ai pris l'ascenseur un étage plus bas. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, l'atmosphère dans le couloir est devenue tendue. Cameron me vit le premier. Il s'avança à grands pas, le visage violet. Toi, cria-t-il, pointant un doigt vers mon visage. Quel genre de jeu pervers est-ce? Tu embauches des acteurs? Tu loues un fourgon? Tu penses que c'est drôle? Cameron, dit maman, se précipitant après lui. Arrête. Demande-lui juste. Lui demander quoi?
cracha Cameron. C'est un fraudeur, maman. Il fait semblant. Il n'y a aucun moyen. Aucun moyen. Que le gamin qui n'a même pas pu terminer l'anatomie 101 soit le PDG d'une entreprise valant des milliards. Je suis sorti de l'ascenseur. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas levé les mains. J'ai juste marché vers eux. Le garde de sécurité s'est écarté pour moi. Papa est stable, dis-je à maman. L'opération a été un succès. L'appareil fonctionne. Maman laissa échapper un sanglot de soulagement. Oh, Dieu merci. Dieu merci. Pas grâce à lui. Cria Cameron. C'est moi qui l'ai stabilisé au début. C'est moi qui. Cameron, arrête, dis-je. Ma voix n'était pas forte, mais elle avait maintenant le poids de l'autorité. Arrête de mentir pendant 5 minutes. Peux-tu faire ça? Mentir? Cameron rit, cherchant du soutien auprès des infirmières. Mais elle le regardait tout avec dégoût. Je suis chirurgien. Tu es chirurgien esthétique, dis-je. Et tu es actuellement sous enquête pour faute professionnelle à ta clinique, n'est-ce pas? La couleur quitta le visage de Cameron. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai fait une vérification d'antécédents en venant ici. J'ai menti. En fait, j'ai demandé à Julien de le faire pendant que j'étais dans la salle VIP. Tu as été poursuivi 3 fois l'année dernière. Tu es ruiné, Cameron. Cette Mercedes a 3 mois de retard de paiement. Tu pousses papa à vendre sa maison pour que tu puisses gérer les fonds, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu es ici ce soir, non pas pour le sauver, mais pour garantir ton héritage. Menteur. Hurla Cameron, se jetant sur moi. Le garde de sécurité de Biogen bougea plus vite qu'un cobra qui frappe. Il attrapa Cameron par le poignet et le tordit derrière son dos, le plaquant contre le mur. Lâchez-moi. Hurla Cameron. Maman, aidez-moi. Maman me regarda, les yeux écarquillés d'horreur. Nathan, est-ce que c'est vrai? Je la regardais. Demande-lui l'investissement qu'il a perdu le mois dernier. Demande-lui le fonds d'études que vous m'avez volé pour sauver sa carrière. Ça l'a sauvé, maman? Ou ça lui a juste appris qu'il peut faire ce qu'il veut et que vous paierez la note? Maman couvrit sa bouche. Elle regarda Cameron plaqué contre le mur, l'air pathétique et petit. Nathan, murmura-t-elle. Nous ne savions pas. Nous pensions que tu étais. Vous pensiez que j'étais un raté, dis-je. Parce que je ne suivais pas votre scénario. Vous ne m'avez jamais demandé ce que je construisais. Vous ne m'avez jamais demandé qui j'étais. Vous n'avez vu que ce que vous vouliez voir. Nous sommes une famille, plaida-t-elle, des larmes coulant sur son visage. Nous faisons des erreurs, mais nous t'aimons. Vraiment? Ai-je demandé. Où aimez-vous l'idée d'une famille où Cameron est le prince et moi le serviteur? Avant qu'elle ne puisse répondre, les portes du service de traumatologie s'ouvrirent. Le chirurgien sortit. Famille de Robert Bennett? Ici, dit maman, se détournant de moi. Il est réveillé, dit le chirurgien. Il est groggy, mais il demande. Eh bien, il demande le médecin qui l'a sauvé. Cameron lutta contre le garde. C'est moi. Laissez-moi partir. Je dois voir mon père. Le chirurgien regarda Cameron, puis moi. En fait, dit le chirurgien, il demande Nathan. Le silence qui suivit les mots du chirurgien était plus lourd que du plomb. Il demande Nathan. Cameron cessa de lutter contre le garde. Il devint mou, glissant légèrement le long du mur, son visage un masque de pur choc. Maman regarda du chirurgien à moi, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Moi? Ai-je demandé, ma voix légèrement brisée. Je ne m'y étais pas attendu. Je m'attendais à ce que papa se réveille et demande Cameron. C'était le scénario. C'était toujours le scénario. Oui, monsieur, dit le chirurgien avec respect. Il nous a entendu parler pendant la préparation. Nous? Eh bien, le docteur Grayson a peut-être mentionné qui était le donneur avant que l'anesthésie ne fasse pleinement effet. J'ai pris une grande inspiration. D'accord, je vais y aller. Je viens aussi. Dit maman, s'avançant. C'est mon mari.
Je regardai le chirurgien. Il hocha la tête. La famille est autorisée, mais soyez bref. Pas de stress. Laissez-le partir, dis-je au garde de sécurité qui tenait Cameron. Le garde relâcha Cameron. Mon frère se frotta le poignet, me fusillant du regard avec un mélange de haine et de peur. Il redressa sa veste, essayant de retrouver un semblant de dignité. Je viens, marmonna Cameron. Je dois vérifier son incision. Je ne l'ai pas arrêté. Je voulais qu'il voie. Nous sommes entrés dans la salle de réveil. Elle était faiblement éclairée, seulement par les moniteurs lumineux. Le grouche rythmé de l'appareil Atlink était le seul son. Papa était allongé dans son lit, l'air plus petit que dans mes souvenirs. Sa peau était pâle, comme du papier. Des tubes entraient et sortaient de lui, mais ses yeux étaient ouverts. Ils passèrent devant maman. Ils passèrent devant Cameron. Ils se posèrent sur moi. Nathan, murmura-t-il. Sa voix était faible, dépouillée de son autorité habituelle. Je m'approchai du lit. Je suis là, papa. Ils m'ont dit, murmura-t-il. Une machine? Ta machine? Oui, dis-je. C'est une pompe à lévitation magnétique. Elle bat pour toi en ce moment. Papa ferma les yeux une seconde, puis les rouvrit. Il regarda Cameron, qui planait au pied du lit. Cameron, dit papa. Je suis là, papa, dit rapidement Cameron, s'avançant. Je me suis assuré qu'il suivait le protocole. Je supervisais le tout. Tais-toi, haleta papa. Cameron se figea. Quoi? Tais-toi, répéta papa, luttant pour respirer. J'ai entendu les infirmières parler. Tu as essayé de le bloquer. Je te protégeais, argumenta Cameron, sa voix montant en panique. Ce n'est pas un médecin. Je ne savais pas qu'il avait un gadget secret. Tu as bloqué mon fils, dit papa, chaque mot un effort. Il me regarda de nouveau. Il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de l'amour exactement, mais du respect ou peut-être de la peur. Tu as construit ça, me demanda papa. Oui, dis-je. Tu es riche, demanda-t-il. J'ai failli rire. Bien sûr, c'était ça la question. Non pas es-tu heureux, non pas es-tu fier, mais es-tu riche? Oui, papa, dis-je. Je suis très riche. Pourquoi ne l'as-tu pas dit, demanda maman de l'autre côté du lit, lui serrant la main. Pourquoi nous as-tu laissé te traiter comme ça? Je ne vous ai rien laissé faire, dis-je froidement. Vous avez choisi de me traiter comme ça. Vous avez choisi de croire qu'un diplôme était la seule mesure de la valeur. Vous avez choisi de voler mon fonds d'études. Vous avez choisi de me faire asseoir à la table des enfants. Nous faisions ce que nous pensions être le mieux, s'écria maman. Nous voulions te motiver. Non, dis-je. Vous vouliez me cacher parce que je ne rentrais pas dans le tableau. Papa essaya de s'asseoir, grimaçant de douleur. Nathan, l'argent, les frais médicaux. Cela doit coûter une fortune. Oui, dis-je. La chirurgie et l'appareil coûtent environ 300 000 $. Cameron haleta. Maman devint pâle. Mais ne vous inquiétez pas, dis-je. J'ai payé. Le soulagement inonda leur visage. Je l'ai vu. La tension quitta les épaules de papa. Maman lui serra la main. Il pensait que tout était redevenu normal. Le chèque était signé. Le problème était résolu. Merci, mon fils, dit papa, respirant plus facilement. Tu es un bon garçon. Nous avons beaucoup à discuter. Des affaires. Cameron a des difficultés avec la clinique. Peut-être que tu pourrais investir. Aider ton frère. Garder ça en famille. Je l'ai regardé. Je n'arrivais pas à y croire. Il avait failli mourir il y a 10 minutes. Je venais de lui sauver la vie. Et son premier instinct était de m'utiliser pour soutenir Cameron à nouveau. C'était une maladie. Et j'étais le remède, mais pas de la manière qu'il pensait. Non, dis-je. Le mot resta suspendu dans l'air. Quoi, demanda papa, confus. J'ai dit non et répétai-je fermement. J'ai payé pour la chirurgie,
papa. C'était mon acte de charité. C'était moi qui vous remboursais le toit que vous m'avez donné quand j'étais enfant. Nous sommes quittes. Quitte, demanda maman, sa voix tremblante. Nathan, nous sommes une famille. Tu ne peux pas juste. Je peux, dis-je. Je n'investis pas dans la clinique de Cameron. En fait, si j'étais toi, Cameron, je commencerais à chercher un bon avocat. Parce qu'une fois que le conseil médical verra le rapport que le docteur Grayson va déposer sur ta conduite ce soir, tentant d'interférer avec une procédure vitale, tu n'auras plus de licence pour pratiquer nulle part. Les genoux de Cameron fléchirent. Il s'agrippa à la barre du lit pour se soutenir. Tu ne ferais pas ça. Je n'ai pas à le faire, dis-je. Grayson le fait parce qu'il se soucie de la médecine, quelque chose que tu n'as jamais fait. J'ai regardé papa. J'ai sauvé ta vie, papa. Mais je ne vais pas sauver ton style de vie, et je ne vais pas sauver le sien. Je pointai Cameron du doigt. Nathan, s'il te plaît, supplia maman, tendant la main vers la mienne. Ne sois pas cruel. Nous pouvons recommencer. Nous pouvons dîner dimanche. Juste nous. Nous te mettrons une place. En bout de table. J'ai regardé sa main, ses ongles manucurés, la bague en diamant que papa lui avait achetée avec son bonus la même année où il m'avait dit qu'il n'y avait pas d'argent pour mes études. Je ne veux pas du bout de table, maman, dis-je doucement. J'ai ma propre table maintenant. Je me suis tourné pour partir. Nathan, appela papa une dernière fois, sa voix faible mais désespérée. Si tu pars, ne reviens pas. C'était la même menace qu'il avait utilisée 10 ans auparavant. C'était la seule arme qui lui restait. Je me suis arrêté à la porte. Je les ai regardés. Un patriarche mourant, une mère désespérée, et un frère imposteur. D'accord, dis-je, et je suis sorti. C'est le moment qui a tout changé. Quand j'ai enfin repris le contrôle, j'ai réalisé qu'on ne peut pas acheter le respect de personnes qui s'obstinent à vous mal comprendre. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Vous êtes incroyables. Aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous si vous êtes avec moi. Cela aide plus de gens à trouver cette histoire et cela me dit que je ne suis pas seul. Votre soutien signifie le monde pour moi. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite, car ce n'était pas tout à fait terminé. Sortir de cette salle de réveil a été comme enlever un sac à dos rempli de briques que j'avais porté pendant une décennie. Je suis retourné dans le couloir. L'air semblait plus pur. Julien m'attendait à la station des infirmières. Il avait rangé la mallette argentée. Il me regarda, scrutant mon visage à la recherche de signes de regret. « C'est fait, monsieur ?» demanda-t-il. « C'est fait, dis-je. L'appareil fonctionne dans les paramètres attendus. »« Le patient est stable et la dynamique familiale ?» demanda Julien, levant un sourcil. « Terminal, dis-je. » J'ai coupé le cordon. Julien hocha la tête. Il avait compris. Il me tendit une tablette. L'administration de l'hôpital a les documents. Je vous ai désigné comme contact d'urgence pour les décisions médicales uniquement. La responsabilité financière est limitée au coût de la procédure. Tous soins post-opératoires, chambre privée ou demande spéciale seront facturés directement au patient. Parfait, dis-je. Allons-y. Alors que nous marchions dans le couloir vers la sortie, je repassai devant la salle d'attente. Elle était vide maintenant, à l'exception de quelques inconnus endormis. La chaise en plastique où ma mère s'était assise, où elle m'avait dit de partir, semblait bon marché et triste sous les lumières fluorescentes. Nous sommes sortis dans la nuit. Le convoi Biogen était toujours là, les moteurs au ralenti. L'escorte policière était partie. Leur travail était fait. « Voulez-vous un tour, monsieur ?» demanda Julien, désignant le fourgon sprinté. « Nous pouvons vous ramener au siège. »« Non, dis-je. J'ai ma voiture. » Je me suis dirigé vers la structure de stationnement. J'ai monté les escaliers jusqu'au 2e niveau. Ma Porsche était là, dans l'ombre, brillante. Je suis monté. L'odeur du cuir m'a de nouveau enveloppé. Mais cette fois, je n'avais pas l'impression de mettre un déguisement. J'avais l'impression de retrouver ma vraie peau. J'ai démarré le moteur. Le grondement était profond et rassurant. J'ai roulé jusqu'à la barrière de sortie.
Alors que je payais les frais de stationnement, j'ai vu Cameron sortir en courant de l'entrée des urgences. Il regardait frénétiquement autour du parking. Il a repéré ma voiture, la silhouette distincte de la 911 Turbo S sortant des ombres. Il s'est arrêté net. J'ai baissé la vitre en m'arrêtant au bord du trottoir près de lui, non pas pour parler, juste pour le laisser voir. Il a regardé la voiture. Il m'a regardé. Sa bouche est restée ouverte. Il a regardé les jantes, l'emblème, la pure réalité de son coup. Elle valait plus que tous les gains de sa vie. Nathan, cria-t-il, faisant un pas en avant. Attends, nous devons parler de la clinique, du procès. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai juste regardé une dernière fois. J'ai vu un homme qui avait passé toute sa vie à gravir une échelle, pour se rendre compte qu'il l'avait appuyé contre le mauvais mur. J'ai mis la voiture en vitesse. J'ai appuyé sur l'accélérateur. La Porsche a bondi en avant, de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes. Je l'ai laissé là, debout dans un nuage d'échappement et de regret. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Je suis retourné au laboratoire. Il était 3 heures du matin maintenant. La ville dormait, mais je me sentais grandement éveillé. Je suis retourné à mon bureau. Mon café était définitivement froid maintenant. J'ai pris la tasse et l'ai versée dans l'évier. Je me suis assis à mon bureau. La ligne de code était toujours là sur l'écran. Clignotante, le curseur m'attendait. L'avenir, ai-je commencé à taper. J'avais sauvé le cœur de mon père. Mais plus important encore, j'avais sauvé le mien. 3 jours. C'est le temps que j'ai attendu avant de revenir. Je ne suis pas revenu parce qu'il me manquait. Je ne suis pas revenu parce que je voulais un câlin. Je suis revenu parce que je suis un homme d'affaires. Et en affaires, on boucle toujours la boucle. On finalise toujours le contrat, même si l'autre partie a manqué à toutes les obligations morales qu'elle vous devait. Pendant ces 3 jours, mon téléphone avait été une source constante de bruit. 17 appels manqués de maman, 5 de papa, 0 de Cameron. Les messages vocaux étaient une magistrale leçon de gaslighting. Ils allaient de « nous sommes tellement inquiets pour toi » à « nous devons discuter de la logistique de la sortie » et enfin, le classique « nous sommes une famille, Nathan, arrête de nous punir ». Les punir. J'étais assis dans mon bureau au mur de verre surplombant la skyline. Enfin, respirant librement pour la première fois de ma vie. Le silence n'était pas une punition. C'était la paix. Mais je devais revenir. J'avais signé une garantie financière temporaire pour la procédure Atlink. Mais les soins de longue durée, la rééducation et la chambre privée qu'ils avaient inévitablement améliorée, ces documents avaient besoin d'une signature. Et j'avais une dernière livraison à faire. Je suis retourné à l'hôpital mémorial en Porsche un vendredi matin. Le soleil brillait, un contraste saisissant avec l'obscurité de minuit de ma dernière visite. Quand je me suis arrêté au voiturier, le préposé ne m'a pas ignoré cette fois. Il a regardé la voiture, puis moi, et s'est précipité pour ouvrir la porte. « Bienvenue, monsieur Bennett, dit-il, pratiquement en s'inclinant. Le doyen Grayson a laissé des instructions. Tous les frais de stationnement sont annulés. Je lui ai jeté un billet de $50 quand même. Gardez-le, dis-je. Traverser le hall de l'hôpital a été comme entrer dans une autre dimension. La dernière fois que j'étais là, j'étais l'homme invisible, la nuisance en t-shirt. Maintenant, les têtes se tournaient. J'ai vu un groupe d'infirmières près de la station, la même station où Cameron avait bruyamment proclamé mon incompétence. Elles ont arrêté leur conversation et m'ont regardé passer. C'est lui, j'ai entendu chuchoter l'une. Le PDG, celui qui a inventé le truc du cœur. Je ne me suis pas arrêté. J'ai marché directement vers les ascenseurs et j'ai appuyé sur le bouton pour l'unité de soins intensifs cardiaques. Quand j'ai atteint la chambre de papa, la porte était ouverte. J'ai pu entendre des voix à l'intérieur. Des voix joyeuses. Le genre de bonheur performatif que les gens affichent quand ils pensent que tout est redevenu normal. Et puis nous convertirons la tanière ensuite de récupération pour vous, Robert, disait maman. Cameron dit que vous avez besoin d'une exposition sud pour une meilleure guérison. Je peux superviser les infirmières à domicile. La voix de Cameron s'est fait entendre. Elle manquait de son arrogance habituelle. Sonnant plus mince, plus désespérée,
mais il essayait toujours de diriger le navire. Je m'assurais qu'il suive les protocoles. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte. La conversation est morte instantanément. Papa était assis dans son lit, l'air nettement mieux. La couleur était revenue à ses joues. Il mangeait de la gelée d'hôpital comme si c'était un steak. Maman s'occupait de ses oreillers. Cameron était assis dans la chaise des visiteurs, portant un costume qui avait l'air d'avoir dormi dedans. Nathan, dit papa. Sa voix était plus forte maintenant. Il posa sa cuillère. Tu es venu. Je suis ici pour signer les papiers de sortie, dis-je, restant près de la porte. Je ne suis pas entré complètement dans la pièce. C'était une limite que j'avais fixée dans mon esprit. Entre. Maman agita la main, son sourire tendu et anxieux. Ne reste pas là comme un étranger. Regarde ton père. C'est un miracle. Un vrai miracle. C'est de la technologie, maman l'a corrigé je. Pas un miracle. Eh bien, quoi que ce soit, nous sommes reconnaissants, dit-elle. Elle s'approcha et essaya de me serrer dans ses bras. Je ne l'ai pas étreinte en retour. Je suis resté raide comme une planche jusqu'à ce qu'elle recule, l'air blessé. Nathan, dit papa, s'éclaircissant la gorge. Assieds-toi. Nous devons parler de tout. Je suis resté debout. Je n'ai pas beaucoup de temps, papa. J'ai une réunion du conseil à 14 heures. C'est plus important qu'une réunion du conseil, dit papa, son ancien ton autoritaire essayant de refaire surface, mais échouant. C'est ta famille. Nous avons beaucoup réfléchi, ta mère et moi. Vraiment? Ai-je demandé. Oui, papa hocha la tête. Nous réalisons que nous avons peut-être sous-estimé ta carrière. Nous ne comprenions pas ce que tu faisais avec ces ordinateurs, mais maintenant que nous savons. Eh bien, nous voulons en faire partie. Nous sommes fiers de toi, mon fils. Fiers. Le mot avait le goût de la cendre. Ils étaient fiers du résultat. Ils étaient fiers du statut. Ils n'étaient pas fiers des 10 années de lutte qu'il avait fallu pour en arriver là. Et papa continua en regardant Cameron. Nous pensons qu'il est temps d'enterrer la hache de guerre. Ton frère, il est dans une situation difficile, Nathan. Cameron baissa les yeux vers ses chaussures. Il avait l'air abattu, mais je savais mieux. Un serpent ne cesse pas d'être un serpent simplement parce qu'il mue. Quel genre de situation difficile? Ai-je demandé, jouant le jeu. La clinique, marmonna Cameron. Le procès que tu as mentionné. Celui que tu as trouvé lors de ta vérification d'antécédents. C'est compliqué. Il gèle mes avoirs. Je ne peux pas accéder à mes comptes. Et ai-je poussé? Et les frais médicaux de papa vont être astronomiques, dit Cameron, levant les yeux suppliants. La rééducation seule coûte 10 000 par mois. Les médicaments, les scanners de suivi. Maman et papa, ils n'ont pas ce genre de liquidité. Leur retraite est liée à la maison. Donc, vous demandez de l'argent? Ai-je déclaré platement. Nous demandons de l'aide, interjeta maman doucement. Tu as tellement, Nathan. Nous avons vu les nouvelles. Nous avons cherché ton entreprise. Tu vaux des millions. Nous avons juste besoin d'un prêt relais pour traverser cette période. Un prêt? Répétez-je. Comme le fonds d'études. Était-ce un prêt? Papa tressaillit. C'est du passé, Nathan. Pourquoi continues-tu à ramener de vieilles querelles? Nous parlons de survie en ce moment. Je suis content que tu aies soulevé la question de la survie, dis-je. Je tendis la main dans ma sacoche en cuir parce que j'ai apporté quelque chose pour vous. Ce n'est pas un chèque, mais ça vous aidera à survivre. J'ai sorti une épaisse enveloppe Kraft. Ce n'étaient pas les papiers de sortie. Je l'ai jeté sur le lit, directement sur les genoux de papa. Elle a atterri avec un bruit sourd. Qu'est-ce que c'est? Demanda papa, la ramassant d'une main tremblante. Ouvre-la, dis-je. Papa ouvrit le fermoir et sortit la pile de documents. Il ajusta ses lunettes. Maman se pencha par-dessus son épaule. Cameron regardait depuis sa chaise. Un regard d'horreur croissante sur son visage. C'est un relevé bancaire, papa plissa les yeux. De la clinique de Cameron.
Continue de lire, dis-je. Papa tourna la page, puis une autre. Son visage devint gris. Je ne comprends pas, murmura papa. Virement vers des holdings offshore. Retrait pour des jeux d'argent en ligne. 200 000 $. Ce n'est pas son argent, papa, expliquai-je, ma voix calme et clinique. C'est de l'argent du budget de fonctionnement de la clinique. Mais regarde la page suivante. C'est celle qui compte vraiment. Papa tourna la page. Il haleta. C'est le compte de retraite de ta mère, dit papa, regardant Cameron. Pourquoi ton nom figure-t-il sur un bordereau de retrait de 50 000 $? La pièce devint d'un silence de mort. Le seul son était le bourdonnement de la climatisation dans la ventilation. Cameron se leva, sa chaise raclant bruyamment le sol. C'est une erreur. C'était un investissement. Je gérais leur portefeuille. Tu as falsifié sa signature, Cameron, dis-je. J'ai demandé à mes experts comptables de l'examiner hier. Tu as siphonné leurs économies liquides il y a 3 mois. C'est pourquoi tu étais si désespéré que je paie pour la chirurgie. Tu savais que le chèque rebondirait si maman essayait de l'écrire. Maman couvrit sa bouche, les yeux écarquillés d'horreur. Elle regarda son garçon chéri. Cameron, dis-moi que ce n'est pas vrai. Cet argent, c'était pour nos soins de longue durée. Cameron recula contre le mur. J'allais le remettre. J'avais un coup sûr. Un investissement crypto. Il a juste craché. J'allais le doubler pour vous. Tu l'as joué. Rugit papa. Sa voix était faible. Mais la colère était réelle. Il jeta les papiers sur Cameron. Les papiers volèrent partout, flottant comme des feuilles mortes. Tu nous as volés. Après tout ce que nous t'avons donné. Je n'ai pas volé. Cria Cameron, des larmes coulant sur son visage. J'ai emprunté parce que je devais maintenir les apparences. Vous attendiez de moi que je sois le riche docteur. Vous attendiez la Mercedes. Vous attendiez les dîners coûteux. D'où pensiez-vous que l'argent venait? La clinique est en faillite. Elle l'est depuis 2 ans. Donc, tu as volé tes parents, dis-je. Et puis tu as essayé de m'empêcher de sauver la vie de papa parce que tu avais peur que je regarde les finances. Cameron s'effondra sur le sol, enfouissant sa tête dans ses mains. Il sanglotait maintenant, des sanglots les rauques. Maman s'assit sur le bord du lit, fixant le mur. Son monde s'écroulait. Le récit qu'elle avait construit pendant 30 ans. Cameron le sauveur, Nathan l'échec, venait d'être inversé. Papa me regarda. Il avait l'air vieux, vaincu. Nathan, murmura-t-il. Je ne savais pas. Je sais que non, dis-je. Parce que tu n'as jamais regardé. Tu n'as jamais vérifié ses comptes parce que tu aimais l'histoire qu'il te racontait. Et tu n'as jamais vérifié mes comptes parce que tu détestais l'histoire que tu pensais que je racontais. Je me suis dirigé vers la table et j'ai sorti les vrais papiers de sortie et la facture de la procédure Atlink. Voici la réalité, dis-je. J'ai posé la facture sur la table de chevet. Le coût total de la chirurgie, de l'appareil et du séjour en unité de soins intensifs est de 342 000 $. Maman laissa échapper un petit gémissement. Je l'ai payé intégralement, dis-je. Papa leva les yeux, les larmes aux yeux. Nathan, tu. Après qu'il nous ait volés. Tu as quand même payé? Je l'ai payé parce que je suis ton fils, dis-je. Et parce que, contrairement à Cameron, je peux me permettre de réparer les erreurs. J'ai sorti un autre document. Ceci est un contrat de soins infirmiers à domicile, dis-je. J'ai engagé un service de premier ordre. Ils viendront à la maison 12 heures par jour pendant les 6 prochains mois pour vous aider à récupérer. C'est déjà payé. Merci, murmura maman. Oh, Nathan, merci. Cependant, dis-je, élevant légèrement la voix pour couper sa gratitude. Il y a des conditions. Je pointai Cameron, qui était toujours recroquevillé sur le sol. Condition numéro 1, Cameron ne gère rien. Il ne touche pas à vos finances. Il ne touche pas à vos décisions médicales. Il ne ramasse même pas vos ordonnances. Si je découvre qu'il a accès à un seul centime de votre argent, j'annule le service d'infirmière immédiatement. Papa hocha vigoureusement la tête. C'est fait.
Il est fini. Condition numéro 2, continuez-je. Je ne suis pas votre banque. J'ai payé pour cette crise. Je ne paierai pas pour la prochaine. Vous devez vendre la maison, réduire vos dépenses et vivre avec la sécurité sociale qu'il vous reste. Ne m'appelez pas pour des prêts. Nous comprenons, dit papa humblement. Et condition numéro 3, dis-je, prenant une grande inspiration. C'était la plus difficile. Je retourne à ma vie. Je ne viendrai pas au dîner de Noël. Je ne viendrai pas à Thanksgiving. Je prendrai des nouvelles auprès des infirmières pour m'assurer que vous êtes en vie. Mais mon implication personnelle se termine aujourd'hui. Quoi? Maman se leva. Nathan, non, tu ne peux pas faire ça. Nous venons. Nous venons de te retrouver. Vous ne m'avez pas retrouvé, maman, dis-je, la regardant droit dans les yeux. Vous avez retrouvé mon portefeuille. Vous avez retrouvé mon statut. Si j'étais venu ici aujourd'hui en tant qu'ouvrier du bâtiment sans le sou qui voulait juste rendre visite à son père, m'auriez-vous supplié de venir à Noël? Ou m'auriez-vous dit de m'écarter pour Cameron? Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Elle connaissait la réponse. Nous tous. C'est ce que je pensais, dis-je. Je me tournai vers Cameron. Il me regardait, les yeux rouges et gonflés. Et toi? Dis-je. J'ai parlé au doyen Grayson. Il va déposer un rapport auprès du conseil médical, mais il ne portera pas plainte pour entrave dans les urgences. Il le fait comme une faveur pour moi. Cameron renifla. Merci. Ne me remercie pas, dis-je froidement. Je l'ai fait parce que papa a besoin de quelqu'un pour lui apporter de l'eau et changer ses draps quand les infirmières ne sont pas là. C'est ton travail maintenant, Cameron. Tu voulais être le fils dévoué. Sois-le. Tu vas vivre avec eux. Tu vas t'occuper d'eux. Et tu vas essayer de rembourser chaque centime que tu as volé. C'est ton internat maintenant. J'ai ajusté ma veste. Je me sentais plus léger. L'air dans la pièce semblait lourd, suffocant, mais il ne pesait plus sur ma poitrine. Au revoir, papa. Au revoir, maman, dis-je. Je me dirigeai vers la porte. Nathan appela papa une dernière fois. Je t'aime. Je m'arrêtai. J'agrippai le cadre de la porte. Je voulais y croire. Peut-être, à sa manière brisée, il le pensait. Mais l'amour sans respect n'est que du contrôle. Et j'en avais fini d'être contrôlé. Je sais, papa, dis-je sans me retourner. Tu aimes juste ta version de moi, et elle n'existe plus. Je suis sorti dans le couloir. Je suis passé devant la station des infirmières. Je suis allé à l'ascenseur. Je n'ai pas regardé en arrière. Partie 8, épilogue, l'architecte de la vie. Nombre de mots estimé, 2400 mots. Un an plus tard, l'auditorium était bondé. 3000 personnes étaient assises dans l'obscurité, leurs visages éclairés par la douce lueur bleue des projecteurs de la scène. Je me tenais au centre de la scène, vêtu d'un t-shirt noir et d'un jean, mon uniforme. Derrière moi, un écran massif affichait le logo Biogen. Je n'étais pas là pour lancer un produit. Je n'étais pas là pour annoncer une fusion. J'étais là pour prononcer le discours d'ouverture du sommet mondial de l'innovation médicale. L'échec, dis-je dans le microphone. Ma voix résonna dans la salle. On nous apprend à le craindre. On nous apprend qu'une ligne droite est le chemin le plus court vers le succès. Lycée, université, diplôme, carrière. Si vous sortez de cette ligne, vous êtes perdu. Vous êtes un décrocheur. Vous êtes une erreur. Je m'arrêtai, regardant la mer de visages. Étudiant, médecin, investisseur. J'étais une erreur, continuai-je. Pendant 10 ans, les personnes qui étaient censées croire le plus en moi me considéraient comme un exemple à ne pas suivre. Mais voici la vérité. La ligne droite est un mensonge. L'innovation ne se produit pas sur la ligne droite. Elle se produit dans les marges. Elle se produit dans les détours. Elle se produit quand vous êtes seul dans un garage à 3 heures du matin parce que vous croyez en quelque chose que personne d'autre ne peut voir. J'ai cliqué sur le pointeur dans ma main. L'écran a changé. Il montrait une photo de l'appareil Atlink. Cet appareil a sauvé 5000 vies l'année dernière, dis-je.
Il a été construit par un décrocheur. Il a été construit par une déception. Des applaudissements ont parcouru la pièce, se transformant en un rugissement. J'ai attendu qu'il se calme. Aujourd'hui, j'annonce la bourse Bennett 10 jeux. L'écran a changé à nouveau, montrant le nouveau programme de bourse, mais ce n'est pas pour les étudiants avec un GPA de 4,0. Ce n'est pas pour les majors de promotion. Cette bourse est pour les perturbateurs, ceux qui demandent pourquoi pas au lieu de comment, ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Nous investissons 50 millions de dollars pour trouver la prochaine génération d'échecs et leur donner les outils pour changer le monde. La foule est devenue folle. Alors que je quittais la scène, Julien m'attendait dans les coulisses. Il me tendit une bouteille d'eau. Bon discours, patron, dit-il. Twitter est déjà en tendance. #TheBennettWay. Merci, Julien, dis-je, prenant une gorgée. Des nouvelles de l'autre affaire? Julien hocha la tête. Il sortit une tablette de son sac. Le rapport mensuel de l'enquêteur privé. Vous aviez demandé à le voir. J'hésitais. Une partie de moi voulait dire non. Une partie de moi voulait laisser cette porte fermée pour toujours. Mais la curiosité est le vice d'un scientifique. J'ai pris la tablette. Il y avait une photo prise à distance avec un téléobjectif. Elle montrait une petite maison de plein pied délabrée en banlieue. La pelouse était envahie. Sur le porche, un vieil homme était assis dans un fauteuil roulant, regardant fixement la rue. C'était papa. Il avait l'air frêle, beaucoup plus vieux que son âge. À côté de lui se tenait un homme en polo taché, fumant une cigarette. Il avait l'air épuisé. Ses cheveux s'éclaircissaient, son ventre débordait de sa ceinture. Il tenait une cuillère, essayant de nourrir le vieil homme. C'était Cameron. J'ai zoomé sur le visage de Cameron. L'arrogance avait disparu. L'ego du docteur avait disparu. À sa place se trouvait une profonde et creuse résignation. Il ressemblait à un homme purgeant une peine à perpétuité. Il a perdu sa licence définitivement, raconta Julien doucement. L'examen du conseil médical a été brutal. Il travaille à temps partiel comme représentant commercial en équipement médical, poste de débutant, mais il passe la plupart de son temps à s'occuper de vos parents. Votre mère? Elle montre des signes de démence précoce. Il s'occupe de ça aussi. Et la maison? Ai-je demandé. Ils ont vendu la grande maison pour rembourser les dettes que Cameron a accumulées, dit Julien. Ils sont solvables, à peine. Le service d'infirmière que vous avez payé s'occupe du gros du travail, mais Cameron fait les nuits. Il est. Eh bien, il est exactement là où vous lui aviez dit qu'il serait. J'ai regardé la photo pendant longtemps. Il n'y avait aucune joie à la voir. Aucun élan de victoire, juste une reconnaissance calme et sombre de la gravité. Ils avaient créé un monde où l'image était tout. Et maintenant, ils étaient piégés dans une réalité où l'image ne signifiait rien. Ils demandent de mes nouvelles? Ai-je demandé. Votre mère écrit des lettres, dit Julien. Nous les interceptons selon votre protocole. Voulez-vous les lire? J'ai secoué la tête. Non. Classez-les. J'ai rendu la tablette à Julien. Allons-y. Nous avons du travail à faire. Nous sommes sortis de l'enceinte vers le quai de chargement. Ma voiture m'attendait. Pas la Porsche aujourd'hui. Aujourd'hui, je prenais l'hélicoptère. Nous avions une réunion à Tokyo dans 12 heures. Alors que l'hélicoptère décollait, s'élevant au-dessus de la ville, j'ai regardé le quadrillage des rues. Quelque part là-bas, dans une petite maison à la peinture écaillée, ma famille dînait. Peut-être parlait-il du passé. Peut-être me regardait-il aux informations. J'ai alors réalisé que je ne les haïssais plus. La haine demande de l'énergie. La haine est une connexion. Je ne ressentais rien d'autre qu'une pitié distante, comme en regardant une vieille photographie de personnes que l'on a autrefois connues. J'ai regardé l'horizon. Le soleil se couchait, peignant le ciel en or et violet. J'ai pensé au gamin qui dormait dans sa voiture. J'ai pensé au gamin à qui on avait dit qu'il ne valait rien. J'ai posé ma main sur ma poitrine. Je pouvais sentir mon propre cœur battre, régulièrement, fort, intact. Je n'étais pas un décrocheur. Je n'étais pas une victime. J'étais Nathan Bennett. Et j'avais enfin obtenu mon diplôme.
Ya no está definitivamente. Tanto odio para su ex. Y un conejo también, mira. Ya empezó el santuario, ¿viste? ¿Es real? Ya, es que donde estoy yo hay vida animal. Wow. Ok. Bueno, no sé. Bueno, Si quieres venir dejo- o te queda o te vas. No, no quiere ir, va a morir. Bueno, Sí. vámonos. es correcto. Ojalá y no mueran. Bueno. Suertecita. Lo intentaremos. Chau. Nos vemos. Chao. Chao. Bueno. Cosa aterradora. Y bailamos sin culpa. Empezando poco a poco a llamar a más gente. Uy. Escuché, o sea, por acá, ya sé, en teoría se puede subir, pero es que acá hay un montón de Uy. cosas que dicen que son aterradoras. ¿Qué suena? No, ahí no pusimos cama. No tengo. Yo No tengo cama. Pero ponla más para acá, ¿no? Listo. Ya puse cama allá abajo. Allá atrás. ¿Qué suena? Suena un montón de gente. por Losa acá. Ice on Fire. Uy. Papi, ¿qué está pasando? Mira, para farmear XP. Papi, ayuda, papi. Dios mío, y pues obviamente pegan bastante duro. Ahí viene más. Pero... hay spawner, ¿no? Sí, pues que no sé, pero no sé cómo llegar al otro. Son demasiados. Oye, hay mucho bicho. Ya está arriba, Víctor, ¿no? Ah, ¿No se me escucha? ¿Sí? Sí, un poquito. No se me escucha. ¿Ahí mejor? son muchos, ¿eh? ¡Auxilio! ¡Auxilio! Voy. Ya destruí un spawnero que había ahí. Y esto, literalmente no sé ni cómo abordar esto, porque todo lo que es la zona de las fronteras Espérate, le voy a bajar un poco a los mobs porque... Uy. ¿Qué le pasó a Víctor? no sé, se salió el juego. Creo que era porque no le veíamos, porque no nos oía. ¿Y si me tiro para arriba? Voy a tirarme para arriba, ¿eh? Sí, ok. Yo resisto bastante. Voy. Rompí uno. Papi, ayúdenme, papi.